Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de The Merge et puis de comment on peut le préparer, nous, mineurs, hein, et puis quelles sont les nouveautés entre guillemets à venir, hein, et comment on peut essayer de tirer notre épingle du jeu, sachant qu'après The Merge, on ne pourra plus miner de l'Ethereum, hein, donc il faudra éliminer d'autres monnaies. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça aide la chaîne. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par vous faire un petit dessin. Mais déjà, on peut voir qu'il reste plus que 29 jours et 40 minutes au moment où je fais cette vidéo. Hein. Donc, dans 29 jours, l'Ethereum ne sera plus minable. Normalement, hein. Après, avec eux, on sait jamais. Hein. Ils l'ont bien repoussé X fois. Hein. Je les compte même plus les fois où ils ont repoussé le truc. Enfin, là, ils ont l'air bien décidés cette fois. Donc, bon, on verra bien. Hein. Donc, je vais déjà vous faire un petit dessin pour vous expliquer ce qui va se passer. Et puis, à partir de là, je vais vous montrer deux, trois autres trucs. Alors, actuellement, on a une blockchain. Donc, je vais faire un trait comme ça. Toc. Alors non, je vais recommencer, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, hop, je vais prendre ça. Voilà. Ça c'est pas mal, ça s'appelle autodraw. On fait un trait pas droit et lui il fait un trait droit. C'est sympa, non? Alors déjà ça c'est la blockchain, donc c'est une suite de blocs, hein, comme ça. Alors, c'est une suite de blocs, donc ça c'est la blockchain. Oh ils sont beaux les blocs. Oh t'as vu, c'est digne d'un dessin d'un enfant de 5 ans, hein, mon truc. Voilà. Donc ça c'est la blockchain Ethereum d'origine, et la blockchain d'origine, c'est ETC. À partir de là, il y a eu un fork de cette blockchain, donc je vais le dessiner. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un fork, donc c'est un embranchement, hein, comme une fourchette, hein, ça reprend l'image d'une fourchette. Hein. Il y a eu un fork qui est devenu ETH. Hein. Et voilà, les raisons de ce fork, c'est qu'il y avait eu une attaque. Alors je crois que ça s'appelait MakerDAO le truc, et voilà, ils ont voulu rendre l'argent, et donc ils ont décidé de forquer, de forquer le truc. Alors, voilà, je vais les mettre du même côté, comme ça on va comprendre. Voilà, donc le truc c'est qu'à partir du moment où on va atteindre la date du 15 ou du 16, je crois, septembre, hein, quelque chose comme ça, il va y avoir un nouveau fork. Donc cette blockchain-là, elle continue. Hein. Attendez, hop, je vais faire ça. ETC continue, hein, il y a toujours des blocs qui sont créés. Par contre, là, ça, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et on va prendre un nouvel embranchement, donc avec des nouveaux blocs qui vont être créés, mais de façon un peu plus, enfin de façon différente, hein, avec un autre algorithme qui est la preuve d'enjeu, le proof of stake. Et donc, on va l'appeler ETH-POS. Ah, ETH-POS. Voilà. Donc l'ancienne blockchain, ETH, n'existera plus. Elle sera arrêtée. Donc actuellement, il y a une chaîne qui s'appelle The Bitcoin Chain qui a été créée. Et donc, bon, c'est un peu compliqué après le processus, mais enfin, au final, voilà, ça va donner ETH POS. Et donc, alors je vais prendre du rouge, comme ça. Je vais prendre du rouge, toc, et on va le barrer. Ah, mais non, mais il a pas. Ah, bah, il a mis ETH en rouge. Voilà. ETH donc n'existera plus, et donc ça sera plus que ETH POS. Hein. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, donc tous les coins qu'on avait sur cette blockchain-là vont être transférés sur la blockchain ETH POS. Donc ça c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est que on peut voir que il y a une team avec des tas de gens et de volontaires qui travaillent sur cette team. Et puis toutes sortes d'intérêts aussi économiques, hein, qui ont décidé de faire un fork, un nouveau fork, hein, donc de cette blockchain ETH, et qui l'ont appelé Ethereum PO, donc ETHW, hein, c'est son sigle. Hein. Et donc ils ont créé la nouvelle version il y a quelques jours, là, quelques heures. Elle est sortie il y a quelques heures, où la bombe de difficulté est désactivée. Le IP 1559 de même est désactivé, hein, donc pour les mineurs, hein, parce que c'était pas très juste. Hein, ils ont fait ça à des fins de communication, en disant oui, les frais vont baisser, tout ça, on va inclure un mécanisme de burn, etc. Tout ça sur le dos des mineurs, quoi. Et puis c'est très
dans l'air du temps de taper sur les moins forts, quoi, les plus petits. Hein. Et puis 3, ils ont ajusté la difficulté de minage. Donc ça veut dire que au moment donné, au moment où il va y avoir le TH-post qui va se créer, il va y avoir un nouvel. Alors je vais changer de couleur. Je vais la faire en voilà. Il va y avoir une nouvelle blockchain qui va se créer, qui va être ETHW. Alors je vais hop ETH PO, on va l'appeler PO, ETH Proof of Work. Voilà. Ça sort un peu de l'écran. Hein, excusez-moi, c'est un peu moche mon truc, mais surtout j'ai pris beaucoup de place par là et en fait c'était par là qu'il en fallait. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les blockchains vont être dupliquées. Hein. Donc si vous avez des coins ici, mettons que je suis hyper riche et que j'ai 400 ETH. C'est pas du tout mon cas, hein, mais c'est pas du tout mon cas malheureusement. Alors mettons que j'ai 400 ETH. Quand ETH POS va prendre la relève, je vais toujours avoir mes 400 ici. Et ici, évidemment, avec la nouvelle blockchain qui arrive, je vais aussi avoir mes 400 ETH. Mais il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions pour ça et je vais vous les marquer. Si vous voulez avoir 400 ETH d'un côté et 400 ETH de l'autre, enfin si vous voulez conserver, vous n'avez sûrement pas 400 ETH, hein, mais si vous voulez conserver vos ETH, voilà, sur les deux blockchains en même temps, il y a des conditions pour ça. Déjà de 1, vous ne devez pas être sur un exchange centralisé. Donc si vous êtes sur un exchange centralisé, t'as vu comme j'écris bien, hein. C'est ridicule mon truc. Donc si vous êtes sur un exchange centralisé comme Binance, KuCoin, voilà, vous connaissez la chanson, hein, il y en a plein. Évidemment, ça ne marchera pas, sauf si l'exchange le prend en charge. Alors, à ma connaissance, Gate.io le prend en charge. Cela dit, je ne prendrai pas le risque de faire ça avec Gate.io. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un wallet externe, un wallet où vous disposez de votre clé privée. Hein. Donc, pour disposer de sa clé privée, ça veut dire que soit vous avez les 12 ou 24 mots mémotechniques de votre wallet, soit vous avez carrément le fichier ou la clé privée, quoi. Hein. Donc ça, on barre hein, les exchanges centralisés et donc on rapatrie ces Ethereum vers son wallet. Donc moi, pour ma part, j'ai Zelcore que j'utilise, hein, où il y a mes ETH. Alors il y a une autre chose à savoir, c'est que on va encore changer de couleur, hein, j'aime bien changer de couleur, c'est que tout ce qui est WETH, ça marche pas. Si vous avez des ETH sur la blockchain Polygon, par exemple, ça marche pas. Si vous avez des ETH, des ST, des ETH stackés, par exemple, ST, ETH, c'est fou comme j'écris bien, hein. Pire que ma fille de 3 ans. Hein. Alors ça marche pas non plus. Il vous faut des vrais ETH, des ETH de la blockchain native. Puisque c'est eux qui vont être dupliqués ici. Pendant le fork ici. Là. Voilà. Et donc, il vous faut impérativement que ce soit des ETH et pas autre chose. Hein. Donc, si c'est des ETH qui sont sur Polygon, des Vapid ETH par exemple, ça ne marchera pas. Si vous avez stacké des ETH, ça ne fonctionnera pas non plus. Si vous avez des WETH sur un exchange centralisé ou que sais-je, hein, il y a toutes sortes d'ETH avec les bridges et tout ça, là, et les blockchains maintenant, il vous faut des vrais ETH sur la blockchain Ethereum et il faut que vous les ayez rapatriés sur votre wallet pour que ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, vous pourrez vendre vos ETH soit là où le prix est le plus avantageux finalement, soit sur la blockchain POS, soit sur la blockchain PO. Ou sur les deux. Hein. Vous pourrez les conserver aussi sur les deux. Voilà, donc ça c'était le premier truc que je voulais vous expliquer parce que j'avais l'impression, au vu de mes premières vidéos que j'avais fait un peu sur le sujet, que c'était pas très clair. Voilà. Alors le deuxième point que je voulais aborder dans la vidéo, c'est donc c'est ça. Hein. Donc c'est qu'ils ont réussi, hein, ils ont réussi et ils ont sorti le premier client Ethereum PO, donc avec la bombe désactivée, la bombe de difficulté qui est désactivée, et puis comment ça s'appelle, le IP 1559 qui dégage. Hein.
Donc c'est une super nouvelle. Alors pour vous montrer ça rapidement, parce que moi c'est un truc qui m'intéresse grave, hein, je l'ai téléchargé, j'ai téléchargé le code source de la blockchain. Donc là c'est le client GETH, hein, donc c'est le client ETH écrit en Go, en Golang, c'est un langage de programmation. Donc je l'ai téléchargé et comme vous pouvez le voir, voilà, il est là, hein, c'est GETH, donc je l'ai compilé. Donc je vous passe tous les... C'est pas très intéressant, toute la partie compilation. Par contre, je vais vous montrer qu'on peut le lancer et que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Donc j'ai créé un petit script. Bon, dedans, il n'y a pas grand-chose, hein. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai créé un petit script où je lance le client Go Ethereum, hein, avec le PowerPC, l'adresse de mon mineur qui est bindé, le datadir, donc c'est là où il y a c'est là où je stocke les données, et puis le keystore, c'est là où j'ai mon wallet. Voilà, et donc si on le lance, donc je fais run, tac. Ah, ça c'est ce qu'on utilise, les nodes là. Les nodes, ça c'est ce qu'on utilise c'est le client de la blockchain, quoi. C'est le vrai client peer-to-peer qui permet d'échanger les blocs, etc. Et qui permet de faire toutes les opérations sur la blockchain. Alors, on mine pas avec ça, hein. Mais ça peut servir de base, par exemple, pour monter une pool ou pour monter une pool, par exemple, hein. Ça sert de base surtout à ça, en fait, hein, pour nous en tant que mineurs. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, le client Ethereum. Voilà, et puis là j'ai un truc qui permet de voir si je suis synchronisé ou pas. Et donc ici il me marque la synchro, hein. Donc c'est un autre script que j'ai écrit qui s'appelle console.sh qui permet de voir la synchro en cours. Donc là actuellement on est en cours de synchronisation. Je viens de le lancer, hein, et il y a quand même 6 ans à récupérer de blockchain, donc ça risque d'être un peu long. Hein, voilà. Et donc on peut bien voir que ils ont changé le Chain ID, hein. Excusez-moi, c'est des données un peu techniques sur la blockchain, mais vous savez, vous pouvez prendre Ethereum, si vous changez le Chain ID par exemple, donc c'est une des variables, hein, bah vous créez une nouvelle blockchain, quoi, en gros, hein. Après, il vous faut juste des clients pour synchroniser et faire en sorte que ce soit décentralisé, hein. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai commencé à... Voilà, mon but, c'est de pouvoir miner dessus bah, dès que le truc est en route, hein. Donc là, dès que j'ai synchronisé le node, je vais essayer de miner dessus. Voilà. Donc je vais utiliser comment ça s'appelle, d'autres programmes derrière qu'on ajoute en surcouche, hein, au node et qui permettent de créer une pool de minage. Donc là, il n'y a que moi qui vais miner dessus. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve que technologiquement, c'est intéressant que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, je pense. Voilà. Et donc, bon, en revenir à notre petit schéma là, donc on pourra plus miner, hein, dans 29 jours, hein. Donc il y a pléthore maintenant de vidéos qui nous disent vers quel coin aller, etc. Bon, on verra bien comment ça se passe, hein. À mon sens, ça va être le chaos au départ, hein. Malheureusement, la fondation Ethereum plante les mineurs comme ça, sans transition douce, hein. Donc ils nous foutent à la porte, ouais, grosso modo, manu militari. Donc maintenant c'est à nous voilà, c'est un peu la nage béton, hein, c'est-à-dire on te lâche dans l'eau avec un bloc de béton au pied et on voit si tu vas survivre, quoi. En gros c'est ça, hein. C'est exactement ça. Donc voilà, je vous souhaite bon courage à tous pour ce passage, hein. Évidemment, je ferai pas mal de vidéos et je vais essayer de suivre un petit peu tout ça avec vous et on essaiera de s'en sortir ensemble. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des Ethers, mettez-les de côté en attendant, ou pas, hein, ou pas, hein. Il y en a qui ont relativement peu confiance dans la nouvelle blockchain et qui ont peur, hein, parce qu'il y a des risques quand même qui sont associés à ça, hein. Faut pas oublier que il y a beaucoup de stablecoins qui fonctionnent sur la blockchain Ether, hein, donc c'est tous les trucs qui sont ERC20. Hein, ils fonctionnent sur la blockchain Ether, donc ça veut dire que si la blockchain Ether ne fonctionne pas, ou si elle fait genre comme Solana et qu'elle plante, et ben voilà quoi, ça va être la grosse misère, quoi. Ça va être la grosse misère. Donc moi de mon côté, j'ai plus aucun coin en ERC20 parce que si jamais ça va pas, normalement ça devrait bien se passer, hein, mais
Imaginons qu'il y ait 1% de chance ou 2% de chance que ça parte en sucette, cette histoire-là. Bah, comment on fait? Je veux dire, si vous avez des USDT, bah, ils sont bloqués. Si vous avez des USDC bah, qui sont ERC20, bah, ils sont bloqués. Voilà, si ça fait comme Solana et que ça marche un coup, et puis qu'après ça marche plus, et puis que ça remarche un coup, et puis que ça marche plus, comme ça va être plus ou moins centralisé. Voilà, tous ces nodes là avec 32 ETH, ils vont pas être hébergés chez les gens, hein. Ils vont être hébergés dans des centres de données, genre des centres de données, il n'y en a pas 50 000. Hein, en plus, ils préconisent quand on va voir les spécifications de la fondation Ethereum, voilà, ils préconisent du cloud hein, computing. Hein. Donc c'est pas n'importe où qu'on peut faire ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. Vous allez trouver les VM sur Google. Vous allez trouver la même chose sur AWS. Voilà, donc tout ça, ça va se centraliser dans des gros centres de données. Donc bye bye la décentralisation, quoi. C'est juste une... Dans le principe, effectivement, on peut monter chez soi un node ETH en POS, mais est-ce qu'on a vraiment envie de risquer, parce qu'il faut quand même coller 32 Ethers dessus, est-ce qu'on a vraiment envie de risquer de perdre s'il y a un incendie, ou on a vraiment envie de perdre 32 Ethers d'un coup comme ça? Si le truc se fait hacker chez soi, ou aller savoir hein, ce qui peut se passer. Donc dans la pratique, finalement, tous ces nodes, ils vont se retrouver centralisés sur... on peut les compter sur les doigts d'une main, les fournisseurs qui vont pouvoir héberger ce type de node, quoi. Donc bye bye la décentralisation. Voilà. Donc moi je trouve que c'est pas une bonne chose ce passage au poste. Ça fait des années qu'ils nous bassinent avec ça. Et malheureusement ils le font. Tant pis pour eux. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura éclairé aussi sur les opportunités qu'il peut y avoir quand même lors de ce passage au poste. Et puis aussi à découvrir un peu les nodes d'Ethereum, hein, comment ça fonctionne, quand on le lance, qu'est-ce que ça fait, etc. Quoi. Et les possibilités qu'il peut y avoir, nous, derrière, pour miner bah, en avance directement de l'Ethereum sur la nouvelle blockchain. Alors après, je ne sais pas combien ça vaudra, hein, mais bon, voilà, c'est toujours une possibilité, sait-on jamais. Hein. Ce qui est sûr, c'est que si cette blockchain se plante, celle-ci prendra le relais, clairement. Hein. Je pense que il y a des chances qu'il y ait des gros trucs qui basculent vers quelque chose qui fonctionne. Hein. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas au final ETH pourquoi ils font ça, puisque ils avaient quelque chose d'idéal là, ils avaient une blockchain en proof of work qui était certes un peu lente, mais qui était ultra sécurisée et stable, avec des layers 2 qui étaient rapides et efficaces et pas chers. Donc c'était le combo idéal quelque part. En plus, ça permettait à tout un écosystème de vivre, les mineurs, et puis toutes les blockchains de Layer 2, hein, Arbitrum, etc. Parce qu'eux aussi, ils vont sauter. Hein, c'est les prochains hein, dans la liste. Hein. Donc je comprends pas trop pourquoi ils font ça. Voilà, ils prennent un risque énorme. Quelqu'un qui est financier, on lui explique que les mecs, ils ont décidé de changer de technologie, ça apporte pas grand-chose au final, à part une économie d'énergie. Et par contre, ça fait prendre un risque énorme. Est-ce que financièrement, est-ce qu'on a envie de prendre le risque ou pas, quoi? Moi, franchement, non. Je vois pas pourquoi je devrais risquer de perdre de l'argent pour un risque que eux ont décidé de prendre vis-à-vis d'un choix technologique qui est plus ou moins arbitraire quelque part, quoi. Alors qu'ils ont un truc qui fonctionne et qui est parfaitement rodé, quoi. Il y a juste à l'améliorer. Bah voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça m'encourage pour la suite. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!